Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission à l'AFI Hebdo. À l'AFI Hebdo, c'est débat culturel, débat économique, débat politique. Et ce soir, nous avons en tout cas deux bons invités sur ce plateau pour débattre de l'actualité. Des sujets de l'actualité seront débattus ici. Réunion d'urgence du Mali à l'ONU, au Conseil de sécurité, nous en parlons. Repos prolongé du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, on en parle également. Affaire violation du code des marchés publics, affaire de 24 milliards, département sécurité et protection civile. On en parle également. Ultimatum du 22 septembre lié au départ de l'aménagement demandé par le mouvement Yerewolo debout sur les remparts. Alors, c'est ce qui va boucler la boucle. Et pour en parler, nous avons M. Noum Sanogo. Il est consultant, M. Noum. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Très bien. Alors, nous avons Maître Koto Traoré, il est avocat au barreau du Mali. Maître Koto Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bonsoir. Moi qui vous remercie de l'invitation. Très bien. À cette place que vous voyez, il devait avoir M. Drissa Membita, chargé de communication du mouvement Yerewolo debout sur les remparts. C'est sa place qui est là. Nous l'avons invité, mais dans les dernières minutes, il a décliné l'offre et nous parlons de l'ultimatum du 22 septembre. Ils demandent le départ de l'aménagement, c'est pour cela qu'il a été invité, mais l'offre a été déclinée et nous en parlerons en tout cas dans cette émission. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Alafia Hebdo. Première question va à Maître Koto. Quel est votre état d'esprit actuellement et comment est-ce que le pays va? Mon état d'esprit est un état d'esprit de confiance. Confiance en qui? Confiance en quoi? Confiance en mon pays et confiance en nos autorités actuelles. Très bien. Nonobstant les défis sont là, les défis sont énormes. Il faut le reconnaître, dans un contexte où nous sommes pratiquement en train de faire le cavalier seul pour relever les défis, il est demandé à tous les fils et à toutes les filles du pays de se donner la main, de croire en l'avenir de ce pays, puisque ce pays est un beau pays, le Mali est un pays stratégique. Et je pense que le lendemain sera meilleur. Très bien. Alors, Monsieur Noum Sanogo, je rappelle que vous êtes un consultant. Quel est votre état d'esprit actuellement et comment va le Mali? Je vous remercie très bien encore une fois. Comme vient de le dire le maître, je crois que tous les Maliens sont confiants actuellement. Quand on voit la marche du pays et la route que nos autorités de la transition ont pris, ça ne peut que donner espoir. Donc, on a un très, très grand espoir que les choses vont évoluer dans le bon sens. Très bien. Alors, bruit diplomatique, le Mali, entre-temps, depuis avec la communauté internationale, ce n'est pas facile. Réunion d'urgence du Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment est-ce que vous appréciez le sujet? Je vais commencer par rectifier quelque chose d'abord. Le Mali n'a pas de problème avec la communauté internationale. La communauté internationale, c'est très vaste. Le Mali a des problèmes. Donc c'est que c'est la communauté internationale qui a des problèmes avec le Mali? Non, la communauté internationale n'a pas de problème avec le Mali. Le Mali a des problèmes avec la France. Il faut très bien spécifier cela. Le Mali n'a ni de problème avec les États-Unis, ni la Turquie, ni la Russie, ni la Chine, ni les pays de l'Amérique du Sud, ni le Canada. C'est uniquement la France. C'est uniquement la France et quelques alliés européens de la France. Et c'est là pourquoi? Parce que finalement, le Mali a décidé de prendre son destin en main. Et pour nos anciens colonisateurs qui se prennent pour nos pères, comme si nous sommes des enfants depuis des années, pour eux, cela n'est pas normal. Et comme nos autorités l'ont dit auparavant, personne ne peut expliquer la solution malienne plus que les Maliens. C'est nous qui connaissons notre problème. Ce n'est pas à la France de dire quel est notre problème. Et lorsque vous parlez de preuves, en tout cas lorsque les autorités de la transition parlent de preuves contre la France, est-ce que les preuves là sont là aujourd'hui? Concernant les preuves, je crois que ce n'est pas la première fois que les autorités maliennes parlent de ces preuves. Mais qui n'ont jamais été démontrées. Non, je crois surtout que c'est la première fois que nos autorités ont le courage d'aller jusqu'au bout de leur pensée. Quand on se rappelle, je crois que, paix à son âme, M. Ibrahim Boubacar Keïta avait dit une fois, on les force à dialoguer avec des terroristes. Qui les force à dialoguer avec les terroristes? Ça, c'est la première question. La dernière fois, je crois que Moussa Mara même avait parlé quelque chose sur GA, Jeune Afrique, lors de son interview. Il a dit que lors de son passage à Kidal, il y avait un hélicoptère français qui survolait son convoi.
Donc pour lui, l'hélicoptère était là pour les surveiller, mais en réalité c'était pour donner leur position au groupe terroriste. Très bien. Alors, Maître Koto, je reviens avec la même question. Réunion d'urgence du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que le sujet vaut la peine? Le gouvernement, en tout cas la transition, parle des preuves qu'il a contre la France. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous montrer ces preuves? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Évidemment, le sujet vaut la peine, il faut rappeler. Je pense que M. Sanogo a placé le sujet dans le contexte réel. Nous attendons ce slogan, le Mali est en porte-à-faux avec la communauté internationale. Le Mali aujourd'hui est en difficulté politique et diplomatique avec la France, même militaire, mais aussi avec certains alliés de la France, il faut reconnaître ça. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut d'abord placer dans le contexte les choses. Le Mali fait partie des Nations Unies. Nations Unies, c'est une organisation qui a ses organes de fonctionnement, qui a ses règles et ses principes bien établis. Et parmi lesquels, il est bien évidemment dit que lorsqu'il y a un acte de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale, il est du devoir de l'Organisation des Nations Unies, à travers l'organe spécialisé et institué qui est le Conseil de sécurité, de pouvoir agir, de pouvoir prendre des mesures pour rétablir ou bien pour faire maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais est-ce que nous avons la capacité de pouvoir maintenir? En tout cas, est-ce que nous avons toutes les forces aujourd'hui de pouvoir aller jusqu'au bout? Nous avons toutes les forces aujourd'hui pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est ce que nous avons commencé. Je suis en train d'arriver. Okay. Il est prévu par le texte qui institue la même organisation internationale qui dit que tout membre de l'Organisation des Nations Unies peut porter à la connaissance du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale de la dite organisation, des actes qui peuvent être qualifiés d'agression. Parce que quand vous regardez l'acte de saisine du Mali, il ressort expressément dans cet acte que les actes reprochés à la France constituent des actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Donc le fait de saisir l'instance est la procédure normale, est la voie normale. Mais est-ce que le Mali sera écouté dans cette affaire, puisque c'est un regroupement quand même des puissances, des grandes puissances? Est-ce que le Mali, en tant que, en tout cas, pays en voie de développement, est-ce que le Mali sera écouté dans cette affaire? Absolument, le Mali doit être écouté, à moins que... Doit être écouté ou sera écouté? Non, il doit être, comme vous déjà, on doute, bon, je ne doute pas, je dis que quand même le Mali doit obligatoirement, le Mali doit être entendu en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies. Et la procédure déclenchée par le Mali est une procédure conforme aux règles, aux principes et aux buts dont les Nations Unies a la principale mission de maintenir, de rétablir, de préserver, qui est la paix et la sécurité. Quand vous prenez l'acte de saisine du Mali, vous allez voir l'État du Mali quand même a énoncé des faits. Imaginez avec des dates, des preuves, des noms. Et le Mali s'est mis à la disposition également du Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter d'autres preuves supplémentaires. Maintenant, entendu ou pas, il faudrait que les gens comprennent. La saisine du Conseil de sécurité pour dénoncer les actes d'un partenaire qui est aussi une puissance, il faut le reconnaître, la France est une puissance. Il est parmi les 5 pays permanents qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité. Son influence est là. Mais le fait de saisir le Conseil de sécurité, vous savez que c'est un acte qui doit obligatoirement aboutir à des décisions. Le Mali a dénoncé, il revient à la France et aux Nations Unies d'inviter à la France de s'expliquer, d'apporter les preuves contraires. Maintenant, cela ne veut pas dire tout simplement que la France va être sanctionnée et ceci à cela, mais il fait partie des pouvoirs du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce que le Mali demande de faire en sorte que la France puisse cesser immédiatement ses actes d'agression contre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Alors, je rappelle que vous êtes avocat et vous connaissez très bien la loi.
Qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que la loi permet, en tout cas vous l'avez déjà dit, la loi permet à au Mali d'introduire quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait après? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'examiner la demande du Mali. Et cette demande du Mali, on ne peut pas à l'état actuel présager ou bien prédire ce qui va se passer. Mais la demande va être quand même examinée et l'État mis en cause va devoir venir s'expliquer avec ses moyens et ses preuves. Et toutes les tentatives et des manœuvres aujourd'hui sont entreprises pour empêcher cette réunion qui va pouvoir déboucher, qui va pouvoir aboutir ce qu'on appelle l'audition de l'État mis en cause avec ses preuves et ses moyens pour au moins dire exactement que le Mali, la demande du Mali, parce que je vois déjà que la France, à travers ses dirigeants, déjà minimise la portée de l'acte, disent que la France n'a pas commis des actes d'agression. On parle même de la manipulation de l'information, etc. Mais c'est aussi simple. Ils vont devoir se retrouver devant l'instance internationale pour faire valoir leurs preuves. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qui va se passer, vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme je le dis, c'est l'organe qui est responsabilisé pour ce qu'on appelle l'exécution rapide et efficace des décisions des Nations Unies. Vous savez, sa mission n'est pas seulement que de prendre des résolutions. Vous savez, en de pareilles situations, Nations Unies a d'autres moyens pacifiques pour réaliser, pour rétablir, pour régler ce problème entre le Mali et la France. Maintenant, ce que le Mali demande, le Mali a fait, a accompli, a respecté un devoir vis-à-vis de sa souveraineté et vis-à-vis de son intégrité. Et cette organisation va devoir entendre l'État mis en cause. Cela ne veut pas dire que je vois des gens que non, la France ne sera pas sanctionnée, il y a ceci. Non, il ne s'agit pas de tout cela. Il s'agit tout simplement de porter ces actes d'agression à la connaissance des Nations Unies, qui va pouvoir prendre sa responsabilité et les décisions qui adviendront, nous le verrons. Et ils pourront le faire par des voies pacifiques sans passer forcément par des résolutions de caractère sanctionnateur comme beaucoup de gens entendre cela. Merci, Maître Koto, vous avez été compris sur ce sujet. Alors, Monsieur Noum Sanogo, s'il arrivait que la France apporte des preuves contraires à ce que le Mali dit, qu'est-ce qui se passerait? Bon, je ne suis pas sûr que la France pourra apporter des preuves contraires. Qu'est-ce que vous en savez? En fait, j'ai pas d'un constat très simple. En réalité, quand vous regardez, je crois que l'ambassade de la France et la France, ils montrent chaque fois une carte du Mali selon la progression de l'insécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès leur début en 2013, tu vois, chaque fois, l'insécurité ne fait que progresser. Et on nous dit quelque chose. On nous dit que les terroristes sont des Maliens. Imaginez un peu, quelques 2000, 3000 à 4000 Maliens qui sont présentés comme ils sont, on nous dit aussi, ils sont dans le tourisme à cause de la pauvreté, à cause des à cause de mal-gouvernance, comme ci, comme ça, c'est des gens désœuvrés. On nous dit cela. Après, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont ces mêmes gens qui sont, selon la façon dont les médias occidentaux les présentent, c'est ça, les gens mal nourris, mal qui n'ont pas suivi de formation scolaire, tout. Ce sont ces mêmes gens qui arrivent à battre nos armées. Cela n'est pas du tout normal. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un fait que personne ne peut contester. Chaque fois, la durée des forces françaises coïncide dans la montée en puissance des terroristes. Donc la question qu'on se pose, pourquoi c'est là? Pourquoi cette force française... Pourquoi cela? Ça veut dire que c'est la France qui est derrière? Non, il faut se poser les bonnes questions. En réalité, pour pouvoir résoudre une chose, il faut savoir se poser les bonnes questions. Les terroristes ne peuvent pas continuer à monter en puissance. Et chaque année, la France est en train de dire qu'on a investi tant, on a investi tant, on a investi tant. Les terroristes montent en puissance, malgré cela, les femmes aussi montent en puissance, dit-on. Non, mais je vais venir. Là où je vais en venir, c'est le constat que j'ai fait. Je crois qu'avant que le Mali dise à la France, vraiment ça suffit comme ça, chaque fois c'est les terroristes qui prenaient le dessus sur l'armée malienne. Mais vous-même, vous avez constaté, depuis que le Mali s'est débarrassé de la France, c'est les terroristes qui fuient chaque fois.
Ce n'est plus nos camps qui sont détruits, ce n'est plus des villes qui sont... Bon, à part ce qu'on a vu une fois, ce n'est plus des villes qui sont détruites, tout. Vous voulez dire que depuis que Barkhane est parti, on n'a noté aucune victoire des forces terroristes. Ça, c'est votre constat personnel peut-être? Non, c'est la réalité du terrain. Si vous connaissez quelque part, vous pouvez me dire. Aucun camp malien n'a été pris. Qu'est-ce qui reste aux terroristes maintenant? Ils partent, ils ciblent. La dernière fois, c'était un centre de santé. Quoi? Tu vas aller attaquer un centre de santé pour faire quoi? Ça veut dire que ces terroristes étaient déjà en désarroi. Ça veut dire que les terroristes aujourd'hui, ils sont tellement désorganisés qu'ils essaient de faire de l'exploit. C'est pour cela que Kati a été attaqué, d'autre part, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Donc c'est de la décession de leur part, du découragement qui fait que... Ça veut dire tout simplement que les soutiens que ces terroristes avaient, ces soutiens ne sont plus là. Ça, c'est un constat très clair pour toute personne qui veut analyser. Au-delà de ça, je crois qu'il suffit aussi de jeter un coup d'œil seulement sur l'animosité des médias français envers le Mali et des soi-disant spécialistes français envers le Mali. Vous parlez de l'animosité. Oui, c'est une animosité. Ce qui se passe actuellement sur les médias français, c'est une animosité. Ce n'est pas de l'information envers le Mali qu'ils sont en train de donner. En tout cas, on reviendra peut-être sur ça, mais au pays des éperviers, est-ce que le Poussin peut avoir raison? C'est une question. Le Poussin peut avoir raison. Au pays des éperviers. Au pays des éperviers, à moins que nous soyons dans le pays des loups. Donc, je pense que c'est clair et net. Vous savez... Comme il a été fait par la CEDEAO, les sanctions qui ont été imposées au Mali, qui ont été prises en violation de tous les textes légaux en la matière. Mais les textes aussi démontrent qu'il ne doit pas avoir de coup d'État. Oui, les textes démontrent qu'il ne doit pas avoir de coup d'État, mais le même texte prévoit des sanctions quand il y a eu des coups d'État. Est-ce que ces sanctions qui sont prévues ont été appliquées? Absolument, le Mali a été suspendu. Dès qu'il y a eu coup d'État, le Mali a été suspendu dans les instances de la CEDEAO. Ça ne suffit pas? Donc, ça suffisait, parce que c'est les sanctions, voilà le type de sanctions prévues par le texte qui institue la dite organisation, et il revenait, il était du devoir quand même de la CEDEAO de respecter et de se conformer aux exigences, aux sanctions prévues par le texte. Mais la CEDEAO est allée au-delà. Donc les autres sanctions, vous pensez que c'est des sanctions en tout cas personnelles? Absolument, c'est des sanctions qui n'ont pas de justificatif légal. Je vous dis, dans le cas d'espèce, je ne pense pas que les Nations Unies vont aller quand même au-delà, vont essayer de fermer les yeux sur les textes, leurs propres textes, parce que quand vous prenez la charte des Nations Unies, la charte elle est claire. La charte elle est claire. L'institution Nations Unies est faite pour préserver. Il a des missions bien définies. Quand un pays agit légalement, il doit être entendu. Quel que soit son niveau de développement, quel que soit son rang sur la scène internationale, il doit être entendu. Cette organisation n'est-elle pas influencée par les grandes puissances qui ont plus aujourd'hui la technologie, qui ont tout le développement à leur guise? Mais quoi qu'il en soit, vous pensez que le Mali... Je pense que cette fois-ci, le Mali est aussi doté de cette technologie dont vous parlez. Pour pouvoir, au moins, repérer les plus de 50 cas de violation, selon le communiqué du gouvernement du Mali, la lettre du gouvernement du Mali, ils ont quand même constaté plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par les forces Barkhane. Je pense que ça s'est fait avec aussi des technologies de pointe. Là, il faut le reconnaître. L'armée malienne aujourd'hui est dotée de nouvelles capacités aujourd'hui qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir détecter non seulement la violation de l'espace aérien, mais bien évidemment de l'espace terrien. Donc je pense que la demande elle est suffisamment documentée par l'État du Mali parce qu'elle va devant l'instance suprême. Donc il doit être en mesure de pouvoir apporter la preuve de ces allégations. Vous savez, M. Sanogo a parlé d'un aspect tout à l'heure. La complicité de la France avec le groupe terroriste. Vous savez, ça a tout le temps été la position de l'opinion publique africaine, particulièrement les pays concernés par le fléau terroriste. Est-ce que vous avez les preuves? Non, j'ai la preuve parce que la preuve c'est quoi? C'est l'État du Mali officiellement qui saisit le Conseil de sécurité pour dire que les forces françaises ont quand même, leur agissement n'avait pas d'autre but que de
collecter les renseignements et de larguer, écoutez bien, des armes et des munitions aux groupes terroristes. Je pense que ça, c'est une preuve suffisante. C'est de la parole ou c'est des preuves? Non, c'est des preuves, c'est documenté. Vous êtes avocat et vous savez que quand on parle de preuves, c'est des choses qu'on peut toucher. Mais jusque-là, nous sommes dans la parole. Non, on n'est pas dans la parole. Moi, je suis avocat, je crois, parce que peut-être on n'a pas la même lecture, la même position par rapport à ça. Vous savez, tout ce qui vient de l'État, officiellement, doit être pris pour vérité jusqu'à preuve contraire. Moi, je n'ai pas vu, à la date d'aujourd'hui, la preuve contraire apportée par la France. Pour dire que l'État malien, ce que vous avez dit n'est pas fondé, et voici nos arguments, et voici nos preuves. Ça n'a pas été fait. Si ça n'a pas été fait, c'est vrai, ça n'a pas été fait. Mais cela veut-il dire que ce que l'État malien dit est vrai? L'État malien dit est vrai. Moi, je prends pour vérité ce que l'État malien dit. Et pour revenir à ma réponse, par rapport à la complicité de la France, le soutien de la France, ça a été la position de l'opinion, je l'ai dit. Vous avez vu souvent le blocage de convois des équipements militaires français au Burkina, au Niger, au Mali. Et tout le temps, l'opinion, il y a une partie de l'opinion malienne qui a tout le temps dénoncé la connivence et la complicité de la France avec le groupe terroriste. Aujourd'hui, c'est l'État malien qui va devant l'Organisation des Nations Unies. Il dit avoir des preuves établies, des preuves suffisantes qui attestent que la France est en connivence, la France soutient le groupe terroriste contre l'État du Mali. Moi, je pense que ça, c'est une preuve quand même suffisante jusqu'à ce que nous ayons la preuve contraire. Pour le moment, nous n'avons pas la preuve contraire. Nous pensons que ce qui se disait, ce qui était considéré comme rumeur, est en train de s'établir comme vérité. Très bien. Alors, M. Noum Sanogo, cette position ne complique pas davantage nos relations avec la France et les autres pays, amis et frères de la France? Moi, je ne crois pas. Ça va dépendre de la France. Parce que quel qu'en soit, le Mali est obligé de défendre ses intérêts. C'est une obligation pour nous. On ne va pas laisser nos intérêts, soit disant que ça va compliquer nos relations avec la France ou les amis de la France. C'est à la France de voir, en tant qu'État, s'ils vont continuer de soutenir le terrorisme. Parce que le but aussi, c'est pour permettre à la France de pouvoir manœuvrer nos États. Cela ne peut pas continuer. Ce sont des humains, nous sommes des humains. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de nous isoler du reste du monde? Mais s'isoler... Je ne vois pas quand vous dites s'isoler, ça me fait rire quoi. Parce que je ne vois c'est pas moi qui le dis, c'est le constat qu'il faut faire aussi. C'est des choses que nous observons aussi dans la société. Le constat qu'il faut faire ces derniers temps, je crois il y a plusieurs ministres des Affaires étrangères d'autres pays qui ont sillonné le Mali. Donc je ne vois pas on s'isole avec qui. Le monde compte combien de pays? On a combien de pays dans le monde? Moi, je suis ici pour vous poser des questions. Non, mais en fait, non, voilà. Donc, c'est pour te dire seulement qu'avoir des problèmes avec 2 ou 3, 4 pays, ça ne veut pas dire qu'on est isolé. On n'a pas de problème avec personne. Très bien. Et pour la France, on n'a pas de problème avec la France. Nous, ce que nous disons seulement, que notre pays aussi a des droits qu'il faut respecter. Nous sommes un pays souverain et on a des droits, il faut les respecter. C'est que la France ne va pas accepter qu'on parte faire en Corse ou bien dans d'autres localités. Nous aussi, on ne peut pas accepter que la France fasse ça. D'accord. S'il vous plaît, je crois que quand tu parles beaucoup de preuves, mais je crois que ce que l'État malien a donné, il y a 2 points, le point 14 et le point 15. Pour ceux qui ont lu les documents, je crois que c'est très édifiant. Oui. C'est là parce que l'État, c'était une patrouille. Ça, la patrouille a vu quelque chose, c'est visuel. Okay. Voilà, donc après, ils ont aussi que... pour ne pas s'attarder, sinon ils ont même numéroté le type d'hélicoptère qui était en train de faire le largage. Donc la patrouille a cherché là où ils ont fait le largage, les colis n'ont pas été retrouvés. La France a largué ses colis à qui? Donc si on sert des preuves, je crois que l'État malien a donné des détails a donné tous les détails. Donc c'est aux Nations Unies aussi de voir ce qu'ils vont en faire. Parce que si aujourd'hui, les Nations Unies vont faire en sorte que parce que la France est puissante aujourd'hui, qu'ils vont fermer les yeux, peut-être ça pourrait répéter dans l'avenir. Très bien. Alors, nous voyons que sur la réunion d'urgence du Mali, au Conseil de sécurité de l'ONU, si un jour, c'est une hypothèse, comme dans une science expérimentale, où naturellement, vous voyez que les militaires partent un jour et que les politiques reviennent au pouvoir, est-ce que la France reviendra au Mali?
Bon, bon, ça va dépendre de la population. Je crois que si les militaires ont eu le courage de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, n'oubliez pas aussi que c'est la population qui s'est levée depuis des années. Très bien. Alors, même question, si un jour les militaires partent et que les politiques reviennent au pouvoir, il faut revenir la France. Vous savez que la France, elle est partie d'elle-même. Ce ne sont pas les militaires qui ont mis la France au dehors. C'est la France qui a décidé de se retirer du Mali militairement. Un. De deux, le représentant qui est l'ambassadeur français est sorti dans sa mission officielle d'ambassadeur pour s'immiscer dans les politiques intérieures du Mali. Et on l'a mis dehors. Et on l'a mis dehors. On a demandé son départ. Il n'est pas parti de lui-même et on l'a mis dehors. Non, lui, c'était quand même... Tout cela est fait conformément aux règles diplomatiques. Okay. Donc, je pense que nous devons être là. Donc, la France, elle est partie d'elle-même. Vous savez que le Mali et la France sont des partenaires historiques. Et je pense que si la France veut aujourd'hui revenir au Mali, la France doit seulement changer son logiciel politique, diplomatique et militaire avec le Mali. Il faut que la France comprenne que, avec la génération actuelle, qui aspire aujourd'hui à cette souveraineté réelle, au respect de son intégrité, il doit intégrer ça dans sa donne pour que la France reste ce qu'elle est et elle continue à jouer le rôle qu'elle doit jouer vis-à-vis des pays africains. Très bien. Maintenant, quand les politiques reviendront, moi je pense que même aujourd'hui, si la France, comme je le dis, change de logiciel, la France peut revenir au Mali, continuer à travailler avec le Mali. Tant qu'il ne change pas. Tant qu'il ne change pas, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les autorités actuelles soient prêtes à accepter le comportement, le dictat, le fait de les infantiliser, qui vont accepter ça. Je ne le pense pas. Est-ce que vous allez souvent en France? Je pars en France fréquemment, même je dois aller en France, c'est-à-dire le début du mois de septembre. Nous sommes au début du mois de septembre. Ah oui, je vais y aller. Très bien. Dans 2 semaines, je serai en France. Si vous voulez, nous allons partir ensemble. Je n'ai pas de problème avec le peuple français. Vous savez que le Mali avec le peuple français sont 2 peuples intégrés, profondément intégrés. Le problème, c'est la politique. C'est la politique qu'il faut changer. Vous partez en France aujourd'hui, vous verrez une opinion importante aujourd'hui qui est contre la politique que la France mène vis-à-vis des États africains, qui aspirent au développement, qui aspirent au progrès économique, social, culturel et militaire. Et c'est leur droit fondamental. Et c'est l'une même des missions de l'Organisation des Nations Unies. Si aujourd'hui on propose au Mali que le Mali devienne le prolongement de la France et que les Maliens deviennent des Français, le Mali devient le prolongement de la France. Non, nous allons dire non. Moi, je dirais non. Nous voudrons rester nous-mêmes. Nous-mêmes, de concert, en symbiose avec le reste de la communauté internationale. En partenariat avec la France, dans un esprit de respect, de transparence et de considération. Autre sujet de l'actualité, autre sujet à évoquer dans cette émission, repos prolongé du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, où c'est M. Abdoulaye Maïga qui assure son intérim actuellement. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Nous comprenons cela. Comment il va d'ailleurs? Est-ce que vous avez des échos sur sa santé? Bon, je n'ai pas des informations sur son état de santé. Mais il est au repos actuellement. Et c'est ce qui a été dit officiellement par la cellule de communication de la prémature, qui dit qu'il est en repos forcé. Et que je pense que le président, aujourd'hui que le chef de l'État, a estimé nécessaire de nommer un intérimaire. Cela veut dire que le Premier ministre est momentanément empêché. Et il pourra revenir, continuer à servir le pays. Parce que la désignation du Premier ministre intérimaire, c'est ce que ça veut dire. Et les gens veulent coûte que coûte connaître son état de santé. Je pense que le communiqué a été fait et que ce que les gens oublient, l'état de santé de quelqu'un rentre aussi dans le cadre de sa vie privée. De sa vie privée. De sa vie privée. Mais c'est celui-là dont vous parlez de la vie privée, c'est un homme politique, c'est un homme d'État. Oui. Faisons la différence entre la vie publique d'un homme politique et sa vie privée. Vous savez, au Mali, c'est cette confusion qui se fait dans les médias, un peu partout. Quand on est homme public,
les gens veulent savoir tout de lui publiquement, c'est normal. Vous êtes au service de l'État. Mais les gens veulent sortir de cela pour rentrer dans la sphère privée, ce qui est interdit par la loi. Donc, il faudrait que nous soyons en phase avec la légalité. Il est aujourd'hui malade, ça c'est clair. Le communiqué a été fait et que son intérimaire a été désigné. Mais le reste ne nous regarde pas. Le reste, son état de santé, nous prions à ce qu'il soit rétabli comme tout autre Malien malade. Et nous allons voir la suite de l'évolution de son état de santé et je sais très bien qu'il fera l'objet de communiqués de la part du gouvernement. Très bien. Alors, le repos prolongé du Premier ministre, Dr Choguel Kokana Maïga, est-ce que ça peut avoir des impacts sur la gestion du reste de la transition jusqu'aux futures élections? Bon, tout d'abord, moi, je lui souhaite prompt rétablissement. J'espère qu'il va revenir très tôt. Non, je ne crois pas que ça aura d'impact parce que déjà, l'équipe est restée. Donc, celui qui la remplace aussi, les Maliens le connaissent. C'est quelqu'un de très bien et je crois que les actes qu'il commence à poser, déjà, ça commence à donner de confiance. Donc, il n'y aura pas d'impact négatif. Tout ce que nous espérons que le PM va revenir au plus vite et que son état de santé va s'améliorer. Très bien, le PM va revenir vite. Nous aussi, nous le souhaitons prompt rétablissement, où qu'il soit actuellement, que nos prières l'accompagnent afin qu'il revienne très vite aux affaires. Alors, affaire de violation du code des marchés publics, on en parle. Il y a une affaire de 24 milliards, département sécurité et protection civile. De quoi s'agit-il exactement? Très bien. Avant de répondre à cela, vous savez, les gens ont aussi révélé, selon eux, un vice de forme dans la désignation de M. Abdoulaye Maïga comme intérimaire. Vous savez que le décret de nomination des membres du gouvernement est un acte hautement politique. Donc c'est un acte du gouvernement. Okay. Donc le vice de forme, souvent vous entendez parler, ne peut pas être un obstacle. Ou bien ne remettez pas en cause sa désignation pour pouvoir accomplir de façon temporaire pour le moment le rôle et les missions du Premier ministre avant son retour. Maintenant, pour revenir à votre question, vous dites que la violation du code des marchés publics. Vous savez, ces informations, nous les avons vues dans le journal, dans les journaux, mais je n'ai pas la preuve et la certitude de ces allégations. C'est la presse qui invente à la place... Absolument. À partir du moment où moi, je n'ai pas la preuve tangible. Vous n'avez pas encore vu, est différent que vous n'avez pas encore... Vous n'avez pas la certitude. Pour ce cas de 24 milliards dont il parle, je n'ai pas la certitude, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas la preuve. Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est d'inviter le gouvernement à faire des communiqués, à informer les Maliens par rapport à cette allégation tout aussi quand même grave. Puisqu'aujourd'hui, si vous constaterez, le problème fondamental qui a miné l'État du Mali, moi je peux le dire, depuis l'avènement de la démocratie à nos jours, c'est la corruption. C'est ça. Corruption institutionnalisée. Et ça a été l'un des points culminants qui a contribué à la chute du régime d'Ibeka. Donc, les autorités actuelles, tous les actes, les reproches qu'on les fait, doivent avoir quand même des réponses vis-à-vis de l'opinion publique nationale. Moi, je pense qu'il est quand même du devoir du gouvernement actuel d'agir, d'informer, apporter la preuve contraire et légalement, ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, nous l'avons vu dans le journal, on se méfie beaucoup de ça parce qu'on n'a pas d'autres preuves, on n'a pas vu une action judiciaire, on n'a pas vu une réaction de la part du gouvernement, donc on doit se garder de faire le commentaire là-dessus. Mais il revient au gouvernement quand même, c'est une déclaration très grave, d'apporter les éléments pour informer l'opinion publique nationale. Est-ce que vous êtes au courant, monsieur? Oui, comme vous êtes maître, au courant de 24 milliards. Oui, comme maître vient de le dire, je crois que c'est le journal Le Pays qui a donné l'information. Et hier, j'ai entendu le même journal a donné un démenti.
le pays. Donc, je crois que, bon... Mais nous, notre rôle ici, nous voulons savoir qu'est-ce que dit en fait le code des marchés publics. En tout cas, on vous donne la parole tout de suite. Si on n'a pas les détails, on ne peut pas s'exprimer. C'est vrai, si on n'a pas les détails, on moi, ne peut pas, ce que je veux dire seulement, c'est-à-dire que la transition, la majorité des Maliens sont satisfaits de la transition, mais s'il y a un problème où les Maliens ne sont pas satisfaits jusqu'à présent sur la transition, ça c'est au niveau de la justice. Parce que les Maliens estiment que la justice est trop lente. Il n'y a pas de justice et la corruption continue. Et je crois que l'État malien doit saisir de cette affaire pour éclaircir la situation, donner les vraies informations aux Maliens, ce qui s'est passé, pour s'expliquer. Et aussi, peut-être aussi, comme je l'ai dit tout de suite, le journal Le Pays a donné un démenti. Vraiment, essayer de mettre des mécanismes pour qu'on ne donne pas ce type de fake news, si c'est avéré que c'est un fake news. Pour qu'on ne donne plus ce type d'informations, que les journalistes aussi commencent à prendre les responsabilités, parce que ce sont des choses qui sont graves. 24 milliards, quand on sait comment les Maliens, comment nous vivons aujourd'hui, nous tous, les difficultés qu'on a, ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. Donc, l'État doit s'expliquer, l'État doit éclaircir la situation, et ça, ils doivent ça aux Maliens, en réalité. Très bien. Alors, nous avons l'OCLEI, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Nous avons aussi d'autres organisations de la société civile qui parlent naturellement de la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, que dit exactement le Code des marchés publics? Bon, le Code des marchés publics prévoit les modalités et les conditions d'attribution du marché. Vous savez, ça dépend aussi des marchés, de la nature des marchés. Maintenant, très généralement, les marchés, tout ce qui rentre dans le cadre d'équipements militaires, d'installations, sont revêtus du sceau de secret. Maintenant, il y a une disposition dans le Code du marché, si j'ai la bonne mémoire, l'article 54, qui prévoit, c'est-à-dire la modalité simplifiée pour l'attribution du marché par rapport à certains contrats spécifiés par la loi, et que, je le dis très bien, tout ce qui rentre dans le cadre de la défense et de la sécurité doivent être revêtus du sceau de secret. Maintenant, mais l'attribution du marché doit être faite différemment, c'est-à-dire des autres. Donc, je ne sais pas, les 24 milliards, parce que moi, mon problème est que j'ai du mal à m'aventurer dans cette... Parce que je n'ai pas la preuve que, voilà, c'est les 24 milliards-là qui ont été... Donc, je n'ai pas cette preuve, mais je pense quand même que l'attribution, la loi a prévu des modalités simplifiées en tenant compte de la nature, et de la nature du marché et de la non-publicité que certains veulent autour de certains marchés, mais tout cela doit être fait conformément à la légalité prévue à la matière. Bon, si cela n'a pas été fait, certains peuvent penser que non, il y a eu ce qu'on appelle de copinage, comme ça a toujours été dans ce pays. Voilà, on a attribué des marchés gré à gré sans respecter les formes. Aujourd'hui, vous le reconnaissez qu'il y a des copinages, il y a du clientélisme. Mais ça, je parlais de la corruption, oui, ça existait dans ce pays-là, ça existe. Je ne peux pas dire que c'est fini totalement avec le régime d'exception que nous vivons. Non, je ne peux pas le dire. Donc, certains sont allés dans ce poste, sont partis sur la base de ce poste-là pour dire que non, c'est le même qui continue. Donc, je pense qu'il revient au gouvernement de faire la transparence, de se donner le devoir de transparence tout au long de leur trajectoire, pour que nous puissions définitivement sortir de cela. Si on rate sur le plan de lutte contre la corruption, il a parlé de la justice, ça rentre dans ce cadre-là, c'est le même. Parce qu'il faut travailler vraiment à lutter, parce que la corruption est tellement institutionnalisée et même à rentrer, c'est-à-dire dans le mœurs et les habitudes des Maliens. Donc, il faut trouver des mécanismes et des comportements à long terme et à court terme pour mettre fin à ces fléaux. Si nous voulons être un pays solide demain, que le peuple malien aspire aujourd'hui. Très bien. Alors peut-être que nous aurons le temps de vous inviter, Maître Koto, pour nous expliquer en réalité de ce qui est la terminologie du droit. Et nous aussi, journalistes, il nous arrive de ne pas comprendre bien certains termes. Quand on parle de marché public, comment ça se fait, le code du marché public, en tout cas, et d'autres terminologies du droit, du domaine du droit. On peut vous inviter peut-être après pour nous éclaircir un certain nombre de choses. Alors, bientôt, le 22 septembre,
septembre, c'est l'indépendance du Mali. Nous aurons 62 ans. Et naturellement, le mouvement Yerawolo, debout sur les remparts, comme je l'évoquais au préambule, a demandé, et il a donné un ultimatum jusqu'au 22 septembre à l'aménagement de dégager, de partir. Il demande le départ de l'aménagement sur le territoire malien. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'aménagement part, ça profite-t-il à quelqu'un ou non? L'aménagement ne partira pas. Mais pourquoi? Ah, bien sûr, je vous explique le pourquoi. Vous savez, l'aménagement, c'est comme le loup. Hein. Quand vous enfermez le loup dans la bergerie, le résultat est connu de tous. Vous n'avez jamais vu le système des Nations Unies venir dans un pays et repartir. Je prends un exemple pour le cas de la MONUSCO au Congo, qui est là depuis 1962. Et paix à notre président Moussa Traoré, il a servi là-bas au compte de la mission des Nations Unies en tant qu'instructeur parachutiste. Donc c'est pour vous dire que MINUSMA ne partira pas comme ça. MINUSMA est là en vertu d'une légalité. Et tout récemment, vous avez vu l'adoption de la résolution qui est en vigueur. Donc, pour faire partir la MINUSMA, obéit à une longue procédure. Le Mali doit se préparer. Et le Mali ne pourra pas le faire, il ne faut pas qu'on se leurre, avec le régime actuel. Travaillons à ce que nous rentrions dans la normalité constitutionnelle. Le Mali retrouve sa place dans le concert des nations et le Mali va établir un plan de départ des Nations Unies qui s'étend dans le temps. Très bien. Alors, départ de l'aménagement demandé par le mouvement Yerawolo debout sur les remparts. Ils ont donné un ultimatum du 22 septembre, en tout cas qui est jusqu'au 22 septembre, ils ont le temps de partir. En tout cas, bientôt, 22 septembre. Partiront-ils? S'ils partent, ça profite-t-il à quelqu'un? Aujourd'hui, nous avons vu quand même que la force Barkhane est partie. Est-ce que l'aménagement suivra? Bon, c'est que sur l'aménagement va suivre. Mais est-ce que ça serait le 22 septembre? Ça, je ne crois pas. Donc, comme le maître vient de le dire, moi j'abonde dans le même sens. Ce qu'il faut faire, c'est à l'État malien de bien travailler pour préparer leur départ. Et la transition peut faire ce qu'elle peut faire, mais ça sera le président qui sera démocratiquement élu. C'est lui qui va donner un temps, un calendrier bien défini pour le départ de l'aménagement. Pourquoi ce régime d'exception peut faire partir Barkhane, peut arriver à sortir du G5 Sahel, qui peut aussi demander une réunion d'urgence du Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies et ne peut pas faire partir Barkhane, l'aménagement? Bon, tu sais, pourquoi? L'aménagement, c'est une organisation des Nations Unies. Barkhane et G6 Sahel, ce n'est pas G5, c'est G6 Sahel. Parce que la France fait partie. Non, ce n'est pas G5. Il faut voir les réunions. On nous a habitués quand même au G5. Non, c'est le G6 Sahel, ce n'est pas le G5 Sahel. Donc, et puis le Mali n'est pas partie des G5 Sahel aussi, entre guillemets. C'est le G5 Sahel qui n'a pas voulu du Mali. Parce que la présidence, la rotation des présidents, ça devrait revenir au Mali. On dit qu'on refuse de donner au Mali, soit disant qu'il y a un coup d'État. Or que celui qui a la présence aujourd'hui au Tchad aussi, c'est le prince bien-aimé. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Donc ça, c'est entre guillemets. Maintenant, ça, c'est différent. Quand ils sensent le G5 Sahel, Barkhane, tout ça, ce sont des instruments de la France. Ni plus ni moins. Mais l'aménagement, il y a plusieurs États et l'aménagement intervient dans plusieurs volets. Je crois qu'il faut prendre en compte tous ces volets. Mais ce qui est sûr, la première mission de l'aménagement l'a totalement essuyé. C'était la lutte contre le terrorisme. Maintenant, et même... Il a échoué. Totalement, l'aménagement a échoué. Ça, en 2013, 2014... S'il a échoué, pourquoi ne part-il pas? Bon, tu sais, souvent, il faut travailler avec intelligence. Ce n'est pas parce que l'aménagement a échoué que tu peux les sasser comme ça tout de suite. Mais comme le Mali a pris une voie très limpide et très claire, c'est-à-dire de lutter efficacement contre le terrorisme, j'espère qu'on va y arriver. Donc, cela va faciliter le départ de l'aménagement. Parce que, qu'est-ce qui justifie leur présence aujourd'hui au Mali? C'est le terrorisme et l'insécurité. Et malheureusement, l'aménagement n'apporte rien de concret pour lutter contre ces deux fléaux. S'il n'aggrave même pas la situation.
Tu vois. Donc, aussi, je ne vous suis pas très bien. oui. Ils ont échoué dans leur mission, en tout cas dans la mission qui leur a été assignée. Et il y a un mouvement qui demande leur départ. Et vous, vous êtes contre? Non, je n'ai pas dit que je suis contre. J'ai dit seulement qu'il faut se donner le temps Okay. de préparer leur départ. Okay. La date du 22 septembre, ça c'est impossible. Tout le monde sait que c'est impossible. Mais ce sont nos responsables politiques, après la transition, c'est eux qui peuvent vraiment donner un calendrier très clair aux Maliens pour le départ de l'aménagement. C'est ça que je dis. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire avec intelligence. En réalité. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, vous avez été compris, départ de l'aménagement. Est-ce que s'ils partent aujourd'hui, ils créeront un vide ou pas? Oui, si l'aménagement part, il faut qu'on soit réaliste, elle va créer des vides. L'aménagement n'est pas seulement là que sur l'aspect militaire, l'aménagement est là sur l'aspect développement, l'aspect environnemental, l'aspect, il y a beaucoup d'autres. Donc, c'est ce que je disais au départ. Je disais que l'aménagement, c'est une institution internationale. Quand elle vient, son départ est un autre défi à relever. Mais ce défi, le gouvernement actuel ne pourra pas le faire. Vous savez, l'aménagement... Pourquoi il ne peut pas le faire? Il ne peut pas le faire, pourquoi? L'aménagement, quand l'aménagement venait, c'était sous l'empire d'un régime légal. Vous savez, aujourd'hui... Donc ce régime n'est pas légal? Non, ce régime est un régime d'exception. Okay. Il faut le reconnaître, c'est ce qui a fait qu'il a été suspendu dans toutes les instances, y compris les instances des Nations Unies. Donc c'est pour vous dire, nous devons avoir un plan, travailler de sorte que, avec un président élu, pour faire en sorte que l'aménagement puisse partir. Mais ce départ ne se décrète pas. Ceux qui réclament aujourd'hui le départ, c'est le droit de le réclamer, de dire à l'aménagement de partir. Mais je ne pense pas que cela soit la méthode. La méthode, c'est par voie procédurale, longue, rude et difficile, qui va être relevée par un régime qui se retrouvera au Conseil des Nations Unies. Très bien. Alors, nous allons faire rapidement un tour de table. Un dernier mot, nous sommes à la fin de l'émission. Dernier mot. Bon, je vous remercie. Je remercie Maître pour le débat. J'espère que j'ai pris pour le Mali. Et que la paix revient au Mali et en Afrique. Et j'espère aussi, la chose qui me fait plus mal, c'est de voir la CEDEAO et l'Union africaine qui ne soutiennent pas le Mali. Même s'ils soutiennent en offre, mais on ne voit pas leur soutien en réalité. J'espère que ces deux organisations et les présidents de ces zones, de la zone CEDEAO et de l'UA vont revenir dans des meilleurs sentiments et qu'ils sachent que le Mali, c'est un pays frère. Très bien. C'est nos divisions en Afrique, malheureusement, ce sont nos divisions qui nous fragilisent devant la France. Tu vas voir actuellement tous les pays de l'UE, même s'ils ne sont pas d'accord avec la France, même s'ils ne sont pas d'accord avec la politique française au Sahel, mais ils soutiennent la France. Officiellement, même si ce n'est pas. Donc, vraiment, nous avons besoin de cela aussi, de soutien de nos frères africains aussi. Très bien. Merci. Dernier mot, Maître Koto. Dernier mot, ayez la confiance en nous-mêmes, en nos autorités, en notre État. Nous sommes aujourd'hui seuls sur le chemin. Mais le chemin que le Mali a tracé est un chemin qui a l'adhésion du peuple africain. Très bien. Je parle bien du peuple africain et non les dirigeants africains. Je vous remercie. Très bien, merci mesdames et messieurs. Cette émission s'achève ainsi. Nous avons parlé de la réunion d'urgence du Mali au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, repos prolongé du PM Dr Choguel Koukala Maïga, affaire de violation du Code des marchés publics, affaire de 24 milliards, département de sécurité et protection civile, ultimatum du 22 septembre lié au départ de l'aménagement demandé par le mouvement Yerewoul debout sur les remparts. C'était monsieur Noum Sanogo, il est consultant. Alors, merci, monsieur Noum. Merci. Alors, de ce côté, Maître Koto, il est avocat au barreau du Mali. Nous avons invité également monsieur Drissa Meminta, qui est chargé de la communication du mouvement Yerewoul debout sur les remparts, qui n'était pas au milieu de nous, mesdames et messieurs. Cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.